Je m'appelle Audrey Calder. J'ai 29 ans. Et 2 semaines avant mon 30e anniversaire, ma sœur se tenait dans une salle d'audience du comté de Cook et essayait de convaincre un juge que j'étais trop malade mentalement pour gérer mon propre argent. Elle parlait doucement, comme une grande sœur effrayée qui avait passé des années à me protéger de moi-même. Elle a dit que je ne pouvais pas garder un emploi stable, que j'imaginais que des gens me volaient, et que me donner accès à 3,2 millions de dollars me mettrait en grand danger. Ma mère était assise à côté d'elle, pleurant dans un mouchoir et hochant la tête après chaque accusation. Elle a dit au tribunal que j'avais changé après la mort de mon père et que ma sœur était la seule personne assez responsable pour gérer mon héritage. Je ne les ai pas interrompus. Je n'ai pas élevé la voix ni ne me suis défendu, même lorsque leur avocat m'a décrite comme paranoïaque, instable et financièrement imprudente. De l'autre côté de l'allée, ma sœur reposait une main sur le dossier contenant sa demande de tutelle. Elle me regardait avec la confiance calme de quelqu'un qui croyait que l'argent était déjà à elle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un dossier scellé avait été remis au juge ce matin-là. Il contenait des archives qu'elle n'avait jamais vues, des documents qu'elle pensait ne plus exister, et un fait sur ma vie dont ma famille s'était moquée pendant des années sans jamais prendre la peine de le vérifier. Le juge a lu plusieurs pages, a enlevé ses lunettes et a regardé fixement ma sœur. Puis il a demandé, « Savez-vous réellement qui est votre sœur ?» Ma mère a cessé de pleurer. Ma sœur a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous écoutez et quel temps il fait là-bas. Je veux savoir jusqu'où cette histoire de trahison, de patience et de justice a voyagé. Pour comprendre pourquoi ma propre famille voulait qu'un juge croie que j'étais incapable de gérer mon argent, il faut comprendre ce qui m'attendait pour mon 30e anniversaire. Mon père, Warren Calder, avait bâti Calder Medical Logistics à partir d'un entrepôt loué pour en faire l'une des entreprises de fourniture médicale les plus respectées de la banlieue de Chicago. Il n'était pas ostentatoire. Il a conduit la même berline bleu foncé pendant 12 ans, préparait son propre déjeuner, et pouvait se souvenir des noms des employés de l'entrepôt qu'il n'avait pas vus depuis des mois. Ma sœur aînée, Mallory, ne lui ressemblait en rien. Elle aimait les restaurants chers, les dîners d'investisseurs privés, et le sentiment d'être la personne la plus importante dans chaque pièce. Après ses études de commerce, elle a déménagé à Orange County et a lancé Maro Bay Ventures, un fonds d'investissement axé sur les entreprises de technologie du bien-être. Notre mère, Judith, traitait chaque article de magazine sur papier glacé à propos de Mallory comme la preuve qu'une fille avait hérité de l'ambition de notre père, tandis que l'autre avait hérité de son habitude de se cacher derrière des feuilles de calcul. Cette autre fille, c'était moi. Je travaillais à distance pour une société de conseil en risque du centre-ville de Chicago, analysant les registres de paiement et les systèmes de comptabilité numérique pour les entreprises qui suspectaient une fraude. Comme mes contrats exigeaient la confidentialité, j'en discutais rarement les détails. Mallory décrivait ma carrière comme de la comptabilité en freelance et disait à nos proches que je passais mes journées à inventer des problèmes dans les factures des autres. Je l'ai laissé croire cela parce que la corrigée n'avait jamais rien changé. 4 ans avant l'audience, mon père est décédé d'un accident vasculaire cérébral massif alors qu'il assistait à une conférence de fournisseurs à Milwaukee. Il n'y avait aucun mystère entourant sa mort, aucune confession secrète, et aucun dernier avertissement dramatique. Ce qu'il a laissé derrière lui, c'est une fiducie soigneusement préparée. Mallory a reçu le contrôle de la société d'exploitation, tandis que j'ai été nommé bénéficiaire d'une fiducie distincte financée par une assurance vie et la vente de plusieurs investissements personnels. La fiducie valait environ 3,2 millions de dollars et devait être distribuée à mes 30 ans. Mon père avait expliqué son raisonnement dans une lettre. Mallory avait déjà reçu des opportunités par le biais de l'entreprise. Il voulait que j'aie la liberté de construire quelque chose par moi-même. Mallory a qualifié l'arrangement d'injuste, mais elle ne pouvait pas le contester sans admettre qu'elle avait déjà reçu bien plus que moi. Pendant plusieurs années, rien ne s'est passé. Puis Mallory est revenue de Californie et a pris le poste de directrice financière de Calder Medical Logistics. Elle a dit à tout le monde que Maro Bay Ventures s'étendait dans le Midwest. Mais la vérité était que plusieurs de ses investissements avaient échoué. 2 startups de suivi de la santé s'étaient effondrées. Une retraite de récupération de luxe avait fait défaut sur ses prêts. Les investisseurs qui louaient autrefois son instinct réclamaient leur argent. Au lieu d'admettre sa défaite, Mallory a commencé à déplacer de l'argent par l'intermédiaire de 3 sociétés de conseil enregistrées en Californie. Les sociétés soumettaient des factures à Calder Medical Logistics pour la stratégie, le développement des fournisseurs et l'analyse de marché.
En réalité, elle ne fournissait presque rien. L'argent quittait l'entreprise de notre père, passait par ses sociétés et revenait sur des comptes liés à Maro Béventure. Au moment où l'entreprise se préparait pour son audit annuel, le déficit approchait les 1,8 million de dollars. Mallery avait besoin de liquidités avant que les auditeurs n'examinent les dossiers des fournisseurs. Ma fiducie était la source la plus facile qu'elle pouvait voir. 9 mois avant mon anniversaire, la banque administrant la fiducie a reçu un amendement qui semblait donner à Mallery le pouvoir de conseiller sur la manière dont mon héritage devrait être géré si je devenais mentalement incapable. La banque a refusé de l'accepter. La signature semblait copiée. Les dates ne correspondaient pas à leur dossier, et il n'y avait aucun certificat de la plateforme de signature électronique nommé dans le document. Au lieu de se retirer, Mallery a changé de stratégie. Elle a commencé à poser des questions sur ma santé. Avais-je vu un thérapeute après la mort de papa? Est-ce que je prenais toujours des médicaments pour l'anxiété? Pourquoi avais-je changé de mission de conseil 2 fois en un an? Ai-je déjà eu l'impression que des gens m'observaient? Au début, je pensais qu'elle essayait de réparer notre relation. Notre mère se joignait à ces conversations et m'encourageait à être honnête. Je leur ai dit que j'avais eu des crises de panique après la mort de papa. Je leur ai dit que la thérapie m'avait aidé. J'ai admis que travailler dans les enquêtes sur la fraude me rendait parfois méfiante à l'égard de schémas que d'autres personnes ignoraient. Chaque réponse honnête est devenue une phrase qu'elle pouvait plus tard sortir de son contexte. Mallery a dit à nos proches que j'étais obsédé par les crimes cachés. Elle a dit à des amis de la famille que je ne pouvais pas garder un emploi. Elle a décrit mon appartement tranquille à Northbrook comme la preuve que je m'isolais. Notre mère la soutenait parce que Mallery payait les impôts fonciers, l'assurance et l'entretien de la grande maison où elle vivait. Si Mallery perdait l'entreprise, notre mère croyait qu'elle perdrait tout, elle aussi. Je ne comprenais toujours pas jusqu'où elles étaient prêtes à aller jusqu'à 6 semaines avant mon anniversaire, quand un huissier de justice m'a remis une requête demandant au tribunal de me déclarer invalide et de nommer ma sœur comme tutrice de mes biens. Elles n'avaient pas pris de mes nouvelles. Elles avaient recueilli des éléments pour un dossier. La requête est arrivée à 8h15 un lundi matin, 10 minutes avant que je ne doive diriger une réunion vidéo avec un réseau hospitalier en Ohio. Elle me décrivait comme étant sans emploi, émotionnellement instable, financièrement imprudente et consumée par des délires sur des membres de la famille qui volaient de l'argent. Reniflement en pièces jointes se trouvait un rapport psychologique rédigé par le docteur Adrien Cole. Je l'avais rencontré une fois lors d'un appel vidéo que ma mère avait décrit comme une consultation de bien-être familial. La séance a duré 52 minutes. Il ne m'a presque rien demandé sur mes revenus, mes factures, mes responsabilités professionnelles ou le fait que je vivais de manière indépendante depuis 11 ans. Au lieu de cela, il n'arrêtait pas de me demander pourquoi je me méfiais de Mallery et si je croyais qu'elle cachait des informations financières. À l'époque, j'ai supposé qu'il nous aidait à communiquer. Dans son rapport, il a décrit mes réponses comme une possible pensée délirante persistante et a suggéré que recevoir un héritage important pourrait me mettre en danger d'exploitation ou de comportement impulsif. Le tribunal n'a pas immédiatement donné à Mallery le contrôle de mon argent. Il a cependant émis une ordonnance temporaire empêchant la société de fiducie de débloquer les 3,2 millions de dollars jusqu'à la fin de l'audience. Mon compte salaire est resté ouvert, mais les dommages ont commencé presque immédiatement. Mallery a envoyé des copies de la requête à 2 parents qui les ont transmises à d'autres personnes. Quelqu'un a contacté l'un de mes clients et a prétendu que je faisais l'objet d'une enquête pour incompétence mentale. Le client a suspendu mon contrat pendant que son service juridique examinait la situation. J'avais assez d'économies pour survivre, mais les frais de justice, les coûts d'experts et la perte de revenus pouvaient rapidement épuiser ces économies. J'ai déménagé temporairement dans la chambre d'amis de ma plus proche amie à Naperville parce que Mallery avait commencé à apparaître devant mon appartement sans prévenir. Elle frappait, attendait que je refuse d'entrer, puis envoyait un texto à notre mère pour lui dire que j'excluais la famille. Chaque réaction était conçue pour devenir une preuve. C'est à ce moment-là que j'ai engagé Naomi Felt. Naomi était spécialisée dans les fiducies contestées, l'abus de confiance et les cas de tutelle d'adultes. Nous nous étions rencontrés des années plus tôt lorsque mon cabinet avait assisté son client dans un litige de détournement de fonds en entreprise. Elle ne m'a pas promis une victoire facile. Elle a posé la requête sur son bureau et m'a dit que Mallery avait construit une histoire émotionnelle puissante. Une jeune sœur en deuil était devenue méfiante et isolée. Une grande sœur inquiète voulait la protéger. Une mère effrayée était d'accord. Un médecin les soutenait.
Naomi a dit que nous ne pouvions pas vaincre cette histoire en devenant plus émotifs qu'eux. Nous devions la remplacer par des faits vérifiables. Premièrement, nous avons examiné l'amendement de la fiducie. Un spécialiste en informatique légale a extrait les métadonnées du document et a découvert que le fichier avait été créé 3 mois après la mort de mon père. L'auteur indiqué n'était pas son avocat spécialisé en succession. C'était un compte utilisateur connecté à l'ancien bureau de Mallory en Californie. Une version antérieure du fichier portait le nom Audrey Control Draft. L'image de la signature correspondait à une signature d'un accord de fournisseur que mon père avait signé des années plus tôt. Elle avait été copiée, redimensionnée et placée dans l'amendement. Le document prétendait également avoir été complété par un service de signature électronique, mais le service n'avait aucun certificat d'audit ni aucun enregistrement de transaction qui y était lié. Deuxièmement, nous avons suivi l'argent. Naomi a assigné à comparaître les registres liés aux entreprises qui avaient facturé Calder Medical Logistics. 3 entreprises de conseil différentes utilisaient la même boîte postale privée à Irvine. Leur numéro de téléphone était renvoyé vers le même service de réponse. Les paiements passaient de notre entreprise familiale à ces entreprises, puis sur un compte contrôlé par Maro Venture. Les transferts étaient souvent divisés en montants juste en dessous des seuils d'examen interne. Ensemble, ils ont créé le déficit de 1,8 million de dollars que Mallory essayait de cacher. Troisièmement, nous avons examiné le rapport du Dr Cole. La facture pour son évaluation n'avait pas été payée par notre mère, comme le prétendait Mallory. Elle avait été payée par l'une des sociétés de conseil californiennes. Les propriétés du fichier montraient que la première ébauche de son rapport avait été créée avant qu'il ne m'interroge. Un courriel de l'assistante de Mallory lui demandait d'inclure l'expression « pensée délirante persistante » car cela soutiendrait une protection financière d'urgence. Il avait tiré sa conclusion avant même de me poser une seule question. Le témoin le plus important était Léon Park, l'ancien contrôleur de Calder Medical Logistics. Léon avait travaillé aux côtés de mon père pendant 17 ans. Il avait remarqué les factures de conseil et avait demandé à Mallory de fournir des contrats prouvant que les services étaient réels. Elle l'a accusé de résister à la modernisation et l'a licencié 2 semaines plus tard. Il avait sauvegardé des copies des registres d'approbation parce qu'il pensait que les factures feraient éventuellement partie d'un audit. Ces registres montraient que Mallory avait personnellement approuvé chaque paiement suspect. Léon a accepté de témoigner, mais il m'a prévenu que Mallory attaquerait sa crédibilité et prétendrait qu'il était un ancien employé aigri. Naomi lui a dit que c'était prévisible. Puis ma mère a commis une erreur que Mallory n'a pas pu expliquer. Elle m'a appelé tard un soir alors que je logeais encore à Naperville. Je n'ai pas répondu car Naomi m'avait demandé de garder les communications par écrit. Ma mère a laissé un message vocal. Elle me suppliait d'arrêter de contester la tutelle. Elle disait que Mallory n'avait besoin que d'un contrôle temporaire de la fiducie jusqu'à la fin de l'audit. Elle a dit que si je refusais, l'entreprise pourrait s'effondrer et la maison pourrait être saisie. Puis elle a chuchoté qu'une fois l'argent manquant remplacé, tout pourrait redevenir normal. J'ai écouté le message 3 fois. Jusqu'à ce moment, j'avais voulu croire que ma mère ne faisait que répéter des mensonges qu'elle ne comprenait pas. Le message vocal prouvait qu'elle savait que la tutelle concernait l'argent. Ce que je ne savais toujours pas, c'était si Mallory lui avait dit toute la vérité ou seulement assez pour lui faire peur. Le matin de l'audience, Mallory s'était transformée en l'image d'une grande sœur patiente et épuisée. Elle portait une robe bleu marine conservatrice, aucun bijou visible à l'exception de la vieille montre de notre père, et presque pas de maquillage. Elle s'asseyait près de notre mère et gardait une main sur la sienne chaque fois que la salle d'audience devenait silencieuse. Son avocat, Ethan Rowe, a commencé en disant que l'affaire ne concernait pas la punition, l'argent ou un conflit familial. Il a dit qu'il s'agissait de protection. Il m'a décrite comme une femme talentueuse mais troublée dont l'état s'était aggravé après la mort de notre père. Selon lui, j'étais devenu incapable de distinguer les préoccupations professionnelles de la suspicion personnelle. Je changeais d'emploi, m'éloignais de mes amis, accusais ma sœur de fraude et refusais l'aide des gens qui m'aimaient. Il n'a jamais mentionné que mes emplois étaient des missions de conseil confidentielles. Il n'a jamais mentionné que je payais mon propre loyer, mes impôts, mon assurance et mes prêts étudiants. Il n'a jamais mentionné que les irrégularités financières que je signalais étaient étayées par des relevés bancaires. Mallory a témoigné la première. Sa voix tremblait exactement au bon moment. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de mon héritage et qu'elle le placerait volontiers sous gestion professionnelle.
Elle a affirmé que la tutelle était nécessaire parce que j'étais devenu vulnérable aux escrocs et aux menaces imaginaires. Lorsque Naomi a demandé si Mallory avait tenté de soumettre un amendement à la fiducie se nommant comme conseillère financière, Mallory a dit qu'elle croyait que notre père l'avait préparé avant sa mort. Lorsque Naomi a demandé qui avait envoyé le fichier à la banque, Mallory a répondu qu'un assistant s'occupait de la correspondance successorale. Elle ne se souvenait pas de quel assistant. Notre mère a témoigné ensuite. Judith a pleuré avant même qu'Ethan ait fini sa première question. Elle a dit au juge que j'avais changé après la mort de papa. Elle a dit, j'ai arrêté d'assister au dîner de famille et je suis devenu obsédé par l'idée que Mallory volait. Cette partie était techniquement vraie. J'avais arrêté d'assister au dîner après que Mallory ait commencé à poser des questions détaillées sur mes séances de thérapie et la date de distribution de la fiducie. Ma mère a dit que Mallory avait maintenu la famille unie, l'avait soutenue financièrement et avait tout essayé pour m'aider. Elle a décrit la signature de la déclaration sous serment comme la décision la plus difficile de sa vie. Naomi a demandé si j'avais déjà manqué un paiement hypothécaire. Je n'avais pas d'hypothèque. Elle a demandé si j'avais déjà été expulsé, si j'avais fait faillite, perdu de l'argent au jeu ou transféré des fonds à des inconnus. La réponse à chaque question était non. Puis Naomi a demandé si notre mère dépendait de Mallory pour payer les dépenses de sa maison. Ethan s'y est opposé, mais le juge a autorisé la question. Ma mère a admis que oui. Le docteur Cole a suivi. Il a parlé avec assurance de l'anxiété, des croyances figées, du jugement altéré et du risque créé par une richesse soudaine. Il a fait référence à ma suspicion que Mallory avait déplacé l'argent de l'entreprise comme preuve que j'interprétais des événements ordinaires comme des menaces personnelles. Naomi a demandé combien de temps il m'avait évalué. 52 minutes. Elle a demandé s'il avait examiné mes relevés bancaires. Non. Déclaration de revenus? Non. Dossier d'emploi? Non. Antécédents médicaux de mon thérapeute traitant? Non. Elle a demandé s'il avait parlé à quelqu'un de mon entreprise. Il a dit que la confidentialité l'en empêchait, bien qu'il n'ait jamais demandé ma permission. Elle a demandé s'il savait que je gérais des enquêtes financières complexes pour des entreprises clientes. Il a dit qu'on lui avait dit que j'effectuais un travail de comptabilité occasionnel. Naomi a laissé cette réponse en suspens. L'évaluatrice nommée par le tribunal a ensuite présenté son rapport. Elle avait visité mon appartement, examiné mes dépenses mensuelles, parlé à mon employeur et testé ma compréhension de la fiducie. Elle n'a trouvé aucune preuve que j'étais incapable de gérer mon argent ou de prendre des décisions personnelles. Elle a noté que j'étais anxieuse à propos de l'affaire, mais a dit que l'anxiété pendant un litige n'était pas une preuve d'incapacité. L'expression de Mallory s'est durcie, mais Ethan a soutenu que l'évaluatrice n'avait pas abordé mes prétendus délires sur l'entreprise familiale. Il a dit que le tribunal devait encore considérer la possibilité que mon intelligence me permette de cacher une condition grave. Pendant quelques minutes, il a semblé que l'affaire pourrait devenir une bataille entre experts concurrents. Puis Mallory s'est penchée vers notre mère et a écrit quelque chose sur un bloc-notes jaune. Je pouvais voir les mots marobé et calendrier de transfert. Elle planifiait déjà ce qu'elle allait faire avec la fiducie. Naomi l'a vu aussi. Elle a fermé son dossier sans poser une autre question. Le juge a demandé les documents scellés livrés par mon employeur et la société de fiducie. Un greffier a porté le dossier au juge. Mallory regardait avec une légère curiosité. Ethan avait l'air confus car il n'avait reçu qu'un résumé en vertu de l'ordonnance de protection. Le juge a lu en silence pendant près de 3 minutes. Personne n'a bougé. Puis elle a enlevé ses lunettes et a regardé directement ma sœur. Mallory s'est redressée, s'attendant à ce qu'on lui demande si elle était prête à servir de tutrice. Au lieu de cela, le juge a posé la question qui a brisé toute l'identité que ma famille avait créée pour moi. Partie 5. Mademoiselle Calder, dit le juge, savez-vous réellement qui est votre sœur ou ce qu'elle fait dans la vie? Mallory a eu un petit rire incertain. Elle a dit que j'avais des emplois en ligne irréguliers et que j'avais exagéré mes responsabilités pendant des années. Le juge m'a demandé de me lever et de déclarer mon nom complet, mon âge, mon employeur et ma profession pour le procès-verbal. Je me suis levé lentement. Je m'appelle Audrey Calder. J'ai 29 ans. Je suis analyste de données de fraude principale pour Whitmore Risk Advisory à Chicago, et je suis une examinatrice de fraude certifiée. Mallory me regarda fixement comme si j'avais commencé à parler une autre langue.
j'ai expliqué que mon travail consistait à retracer les paiements frauduleux, à reconstruire les registres comptables altérés, à identifier les sociétés écrans et à préparer des rapports pour les avocats, les assureurs et les organismes de réglementation. J'avais travaillé sans interruption pour la même entreprise pendant 5 ans. Les changements que Mallory appelait instabilité professionnelle étaient des missions de clients distinctes. Mes revenus avaient augmenté chaque année. Je n'avais jamais été licencié, sanctionné ou jugé incapable de traiter des informations financières confidentielles. Le dossier scellé contenait ma vérification d'emploi, mes déclarations de revenus, mes évaluations de performance et une déclaration de mon directeur général. Il confirmait également que j'avais assisté à un conseil externe dans une enquête financière confidentielle impliquant un réseau de paiement de fournisseurs. Je n'étais pas un agent fédéral. Je n'avais pas de badge, pas d'identité gouvernementale secrète, et pas de mission d'infiltration spectaculaire. J'étais simplement très doué pour trouver où l'argent était allé après que quelqu'un ait essayé de le cacher. Le juge a regardé Mallory et a dit que la personne qu'elle avait décrite comme financièrement incompétente était professionnellement responsable de l'analyse de transactions valant des centaines de millions de dollars. Mallory s'est rapidement remise. Elle a dit que l'intelligence n'empêchait pas la maladie mentale et m'a accusé d'utiliser mon travail pour nourrir des soupçons obsessionnels. Le juge a convenu qu'une carrière réussie à elle seule ne réglait pas l'affaire. Puis elle a ouvert un deuxième dossier. Elle a brandi l'amendement à la fiducie que Mallory avait soumis à la banque. Si votre sœur a inventé le problème, a demandé le juge, pourquoi ce document portant la signature de votre père a-t-il une date de création 3 mois après sa mort? Ethan Rowe s'est tourné vers Mallory si brusquement que sa chaise a raclé le sol. Reniflement, il lui a dit de ne pas répondre avant qu'il n'ait parlé en privé. Notre mère a cessé de pleurer. Son visage a perdu toute couleur. Mallory a prétendu qu'elle n'avait jamais vu les métadonnées et qu'un assistant de succession avait préparé le fichier. Le juge a demandé le nom de l'assistant. Mallory n'a pas pu en fournir un. Le juge a ensuite demandé pourquoi une version antérieure du document avait été sauvegardée sous le titre Baudrey Control Draft sur un compte lié au bureau californien de Mallory. Pour la première fois de la journée, Mallory n'avait pas d'histoire prête. Ethan a demandé une suspension de séance. Le juge a accordé 15 minutes, mais a ordonné à toutes les parties de rester à l'étage. Dans le couloir, Ethan a éloigné Mallory de notre mère et lui a parlé d'une voix basse et furieuse. Judith me regardait comme si elle voyait une étrangère. Elle m'a demandé pourquoi je ne lui avais jamais dit ce que je faisais vraiment. Je lui ai dit qu'elle n'avait jamais demandé. Elle avait accepté la version de Mallory parce qu'elle était utile. Naomi s'est approchée de moi et m'a prévenu que le document de la fiducie n'était que le début. Prouver qu'il était faux ferait échouer la tutelle. Prouver pourquoi Mallory l'avait créé exposerait tout le reste. Lorsque les portes de la salle d'audience se sont rouvertes, la confiance de Mallory avait disparu, mais les preuves qui attendaient à l'intérieur étaient bien pires qu'elle ne le comprenait. Naomi a commencé avec le spécialiste en informatique légale. Il a expliqué comment chaque fichier électronique contient des informations sur sa date de création, qui l'a modifié et quel logiciel a été utilisé. L'amendement à la fiducie avait été créé 96 jours après la mort de mon père. Le champ de l'auteur correspondait à un compte utilisateur attribué à Mallory. L'image de la signature avait été copiée d'un ancien contrat de fournisseur et insérée dans le document. Le fichier avait été modifié à plusieurs reprises à partir d'une adresse internet associée à son ancien bureau de Newport Beach. L'avocat de Mallory a essayé de suggérer qu'un autre employé aurait pu utiliser son compte. Le spécialiste a produit un journal d'appareil montrant que la version finale avait été approuvée depuis l'ordinateur portable personnel de Mallory en utilisant une authentification biométrique. Mallory a chuchoté quelque chose à Ethan. Il ne l'a pas regardé. Léon Park a témoigné ensuite. Il a décrit ses 17 ans en tant que contrôleur de Calder Medical Logistique et sa responsabilité dans l'examen des paiements importants aux fournisseurs. Il a dit que les 3 sociétés de conseil californiennes n'avaient aucun dossier de projet, aucun produit de travail et aucun employé qu'il pouvait identifier. Lorsqu'il a remis en question les factures, Mallory lui a ordonné de les approuver comme dépenses de direction. Il a refusé. 2 semaines plus tard, elle l'a licencié. Léon a présenté des registres d'approbation montrant que Mallory avait personnellement autorisé chaque transfert. Il a également produit un courriel dans lequel elle écrivait que la fiducie d'Audrey comblerait le déficit avant l'examen annuel. Ethan a soutenu que l'expression pouvait faire référence à une opportunité d'investissement légitime.
Léon a répondu que l'argent de l'entreprise ne pouvait pas être légalement remplacé par la fiducie d'un bénéficiaire privé à moins que ce bénéficiaire ne l'investisse volontairement. Je n'avais jamais accepté d'investir $1. Naomi a ensuite affiché une chronologie des transferts. L'argent a quitté Calder Medical Logistics, est entré dans les sociétés de conseil et est retourné à Maro Venture. Une partie a servi à payer les retraits des investisseurs. Une partie a couvert un bail sur la résidence californienne de Mallory. Une partie a payé un véhicule de luxe enregistré par l'une des sociétés écrans. Le total était de $1,8 million. Mallory a prétendu que les transferts étaient des prêts interentreprises temporaires. Il n'y avait pas d'accord de prêt, de calendrier de remboursement, d'approbation du conseil d'administration ou de divulgation aux actionnaires minoritaires de la société. Ensuite, ce fut le tour du Dr Cole. Naomi lui a montré la facture de son évaluation. Il a confirmé que ses honoraires standards pour une seule évaluation psychologique étaient bien inférieurs à $18 000. Le paiement provenait de West Alde Consulting, l'une des mêmes entités californiennes figurant dans les dossiers de Léon. Le Dr Cole a dit qu'il ne savait pas qui contrôlait la société. Naomi a affiché un courriel de l'assistante de Mallory le remerciant d'avoir aidé à protéger les actifs familiaux. En pièce jointe à ce courriel se trouvait une ébauche de rapport créé 2 jours avant qu'il ne m'interroge. L'ébauche contenait déjà l'expression « pensée délirante persistante ». Naomi a demandé comment il était parvenu à une conclusion diagnostique avant de me parler. Il a dit que l'ébauche n'était qu'un modèle. Elle a demandé pourquoi le modèle incluait mon nom, la mort de mon père, le montant de mon héritage et une accusation selon laquelle j'imaginais une fraude financière. Ses réponses sont devenues plus lentes. Le juge a demandé s'il avait divulgué l'arrangement de paiement à moi ou à l'évaluatrice nommée par le tribunal. Il a admis que non. Lorsque Naomi a demandé si Mallory avait demandé une conclusion soutenant la tutelle, Ethan s'y est opposé, mais le Dr Cole a répondu avant que le juge ne se prononce. Il a dit que Mallory lui avait dit que la famille avait besoin d'un langage décisif parce que j'étais sur le point d'accéder à une richesse dangereuse. Le juge a mis fin à l'interrogatoire et a ordonné que la transcription et les documents soient transmis à l'autorité professionnelle compétente. Ma mère a été rappelée à la barre. Naomi a joué le message vocal que Judith m'avait laissé. Sa propre voix a rempli la salle d'audience, me suppliant d'arrêter de résister parce que Mallory avait besoin d'un accès temporaire à la fiducie jusqu'à ce que l'audit soit passé. Quand l'enregistrement s'est terminé, Judith a couvert sa bouche. Naomi a demandé à quel argent manquant elle avait fait référence. Judith a dit que Mallory lui avait dit que l'entreprise avait un problème de trésorerie à court terme. Naomi a demandé si elle savait que la déclaration sous serment qu'elle avait signée prétendait que je ne pouvais pas payer mes factures ou comprendre les documents financiers. Judith a admis qu'elle savait que j'avais toujours géré mes propres dépenses. Elle a dit que Mallory avait prévenu que sans l'argent de la fiducie, l'entreprise ferait faillite et que la banque pourrait saisir la maison. Naomi a posé la question que je redoutais. Croyez-vous que la liberté de votre fille devait être échangée contre votre maison? Judith s'est remise à pleurer, mais cette fois les larmes ne l'ont pas aidée. Elle a dit qu'elle pensait que la tutelle ne durerait que quelques mois. Elle pensait que je finirais par leur pardonner. J'ai alors réalisé que ma mère n'avait pas été complètement trompée. Mallory avait manipulé sa peur, mais Judith avait quand même choisi le confort plutôt que moi. La juge Myriam Kessler a pris une courte pause pour examiner les preuves. À son retour, elle a rendu sa décision sur le champ. Les requérants n'avaient pas réussi à prouver par des preuves claires et convaincantes que je manquais de la capacité de gérer mes biens. En fait, les preuves montraient que la requête elle-même avait été utilisée dans le cadre d'un effort pour obtenir le contrôle de ma fiducie. Reniflement, elle a rejeté la demande de tutelle, a mis fin à la restriction temporaire sur la distribution et a ordonné à la société de fiducie de conserver tous les documents connexes. Elle a renvoyé la suspicion de faux, la fausse déclaration sous serment et les transactions financières aux autorités étatiques et fédérales. Ethan Rowe a demandé la permission de se retirer en tant qu'avocat de Mallory, déclarant que les informations présentées au tribunal avaient créé un conflit éthique. Mallory s'est levé et a crié que tout le monde transformait des décisions commerciales ordinaires en crimes. Le juge lui a ordonné de s'asseoir. Elle a refusé jusqu'à ce qu'un adjoint s'approche. À l'extérieur de la salle d'audience, 2 agents fédéraux et un procureur adjoint des États-Unis attendaient. L'enquête criminelle sur le réseau de fournisseurs californiens se développait séparément depuis des mois. Mon analyse avait aidé le conseil externe à identifier le schéma,
mais le document de fiducie falsifié de Mallery et son témoignage sous serment avaient fourni des preuves supplémentaires de son intention. Un acte d'accusation fédéral avait été décelé pendant la suspension de séance. Les agents l'ont arrêté pour des accusations liées à la fraude électronique, à la falsification de documents et au détournement illégal de fonds de l'entreprise. Notre mère est restée contre le mur, tenant les papiers du tribunal à deux mains. Mallery m'a regardé pendant qu'un agent lui mettait les menottes. « Tu as détruit tout ce que papa a construit », a-t-elle crié. J'ai secoué la tête. « Non, tu l'as dilapidé, et ensuite tu as essayé de m'effacer pour que personne ne voie ce que tu avais fait. » Elle a exigé que notre mère appelle quelqu'un, arrange quelque chose, ou dise aux agents qu'il faisait une erreur. Judith n'a pas bougé. Mallery avait passé près d'un an à essayer de prouver qu'on ne pouvait pas me faire confiance avec de l'argent. À la fin de cette journée, c'est elle qui était forcée d'expliquer où chaque dollar manquant était passé. L'affaire criminelle a duré 18 mois. Mallery a d'abord contesté les accusations, insistant sur le fait que les transferts étaient des prêts commerciaux et que l'amendement à la fiducie avait été préparé par un employé inconnu. Cette défense s'est effondrée lorsque les procureurs ont récupéré des messages supprimés de son ordinateur portable personnel. Dans une conversation, elle a dit à son assistante qu'une fois que le tribunal lui aurait donné le contrôle, elle pourrait déplacer l'argent de la fiducie dans un compte de préservation familiale et tout rembourser avant que quiconque ne pose de questions. Dans une autre, elle a qualifié mon historique d'anxiété de voie la plus propre vers le contrôle. Face à des preuves accablantes, elle a accepté un accord de plaidoyer. Elle a été condamnée à 9 ans de prison fédérale et a dû verser des dédommagements à Calder Medical Logistique, à ses actionnaires minoritaires et à plusieurs investisseurs qui avaient été trompés sur Maro Bay Venture. Ses biens en Californie, ses comptes d'investissement et son véhicule de luxe ont été vendus ou saisis. Il lui a été interdit d'exercer les fonctions de directeur financier ou de lever des fonds auprès d'investisseurs après sa libération. Pour Mallery, la pire punition n'était pas de perdre la vie chère qu'elle s'était construite. C'était de perdre le contrôle de l'histoire. Le dossier public montrait que la sœur qu'elle qualifiait d'instable avait identifié la fraude correctement, tandis que la dirigeante à succès avait falsifié des documents et instrumentalisé le système judiciaire pour cacher ses pertes. Ma mère n'a pas été traitée comme une spectatrice innocente. Elle a admis avoir signé des déclarations qu'elle savait fausses et avoir aidé Mallery à me faire pression pour que je renonce au contrôle de la fiducie. Parce qu'elle a coopéré avec les enquêteurs et n'avait pas personnellement reçu les fonds volés de l'entreprise, elle a évité la prison. Elle a été condamnée à 6 mois d'assignation à résidence, 3 ans de probation et une obligation de dédommagement. Elle a dû vendre la maison de Northbrook parce qu'elle n'en avait plus les moyens. Pendant des mois, elle m'a envoyé des lettres par l'intermédiaire du bureau de Naomi. Certaines étaient des excuses. D'autres expliquaient à quel point elle avait eu peur de perdre l'entreprise, la maison et la vie qu'elle connaissait. J'ai fini par répondre à l'une d'entre elles. Je lui ai dit que la peur pouvait expliquer un choix, mais qu'elle ne pouvait pas effacer le mal causé par ce choix. Je n'étais pas prête à reconstruire notre relation, et je n'accepterais pas la culpabilité comme substitut à la responsabilité. Nous avons commencé à échanger des lettres occasionnelles, mais j'ai maintenu des limites fermes. Le pardon, ai-je appris, n'exige pas de donner à quelqu'un un accès immédiat à votre vie à nouveau. Le Dr Cole a fait l'objet d'une enquête professionnelle. Sa licence a été suspendue et il a conclu un règlement civil lié à l'évaluation trompeuse. Une partie de ce règlement a financé des services juridiques pour les personnes dont les antécédents de santé mentale avaient été utilisés à mauvais escient dans des litiges financiers familiaux. C'était important pour moi car je n'ai jamais voulu que mon histoire suggère que l'anxiété, la dépression, la thérapie ou les médicaments rendaient quelqu'un faible ou peu fiable. J'avais eu des crises de panique. J'avais eu besoin d'aide. Aucun de ces faits ne me rendait incapable de gérer ma vie. Le traitement de la santé mentale devrait protéger la dignité d'une personne, et non devenir une arme utilisée pour lui retirer ses droits. Lorsque la fiducie a finalement été débloquée, le montant total était légèrement supérieur à 3,2 millions de dollars en raison de la croissance des investissements. Je n'ai pas démissionné de mon travail, acheté un manoir ou dépensé l'argent pour prouver que j'avais gagné. J'ai engagé un conseiller fiduciaire indépendant sans aucun lien avec ma famille. J'ai créé un plan financier à long terme, payé mes frais de justice et investi la plupart des fonds restants de manière conservatrice. Ensuite, j'ai utilisé une partie de l'héritage pour créer le projet d'autonomie financière Calder. Le programme s'est associé à des centres communautaires et à des organisations d'aide juridique pour aider les gens à reconnaître l'abus financier au sein des familles.
Nous avons appris aux participants comment conserver des copies sécurisées des testaments, des fiducies, des formulaires de bénéficiaires et des procurations. Nous avons expliqué pourquoi personne ne devrait signer une déclaration sous serment ou un document financier sous pression émotionnelle. Nous leur avons montré comment examiner les alertes de compte, conserver les courriels, demander des conseils professionnels et choisir des avocats, des médecins et des comptables sans conflit d'intérêts caché. Nous avons également rappelé aux gens que l'intuition peut être un avertissement important, mais que les accusations graves doivent être étayées par des dossiers, des experts qualifiés et des preuves raclement de gorge légales. Le but n'était pas de rendre tout le monde méfiant envers ses proches. C'était d'aider les gens à comprendre que l'amour sans responsabilité peut devenir du contrôle. Mon travail a changé aussi. Je suis resté analyste de fraude, mais j'ai arrêté d'accepter chaque cas difficile juste pour prouver que je pouvais le gérer. J'ai voyagé davantage, passé du temps avec des amis qui respectaient mes limites et appris à construire une famille basée sur la confiance plutôt que sur la seule biologie. Lors du premier atelier financé par le programme, j'ai regardé une femme âgée placer des copies de ses documents de succession dans un dossier sécurisé. Un jeune homme a demandé comment protéger un parent d'un proche qui fait pression sur lui pour changer les bénéficiaires. Une autre femme a admis tranquillement que son frère utilisait son diagnostic de dépression pour contrôler son compte bancaire. J'ai alors réalisé que mon héritage n'était pas la plus grande chose que j'avais récupérée. J'ai récupéré le droit de me définir. La leçon la plus importante de mon histoire est que personne ne devrait être autorisé à transformer une lutte de santé mentale en preuve que vous ne méritez pas l'indépendance. Conservez des archives. Posez des questions. Cherchez des professionnels qui n'ont aucun intérêt financier dans le résultat. Ne laissez jamais la honte vous empêcher de demander de l'aide. Et souvenez-vous que défendre la vérité n'est pas la même chose que détruire une famille. Parfois, la famille était déjà en train d'être détruite par le secret, la cupidité et la peur. Dire la vérité ne fait que rendre les dommages visibles. Qu'auriez-vous fait si les personnes qui essayaient de vous enlever votre liberté étaient les mêmes personnes qui prétendaient vouloir vous protéger ? Merci de vous joindre à nous pour ce voyage fictif. Tout dans cette histoire a été créé uniquement pour la narration dramatique, le divertissement et la réflexion. Nous vous rappelons que la personne qui s'en va avec sa dignité intacte a déjà gagné quelque chose de bien plus précieux qu'une dispute temporaire.